Toujours avec Nathalie Saint-Cric de France Télé, Virginie Malingre du Monde et Karine Bécard de France Inter. Notre invité jusqu'à 13h, il est conservateur mais il fait campagne pour le changement et pour transformer l'Union. Il nous dira pourquoi il veut une nouvelle Europe, lui dont la famille politique, la droite européenne, domine les politiques et les institutions communautaires depuis 20 ans. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Tête de liste des Républicains, bienvenue. Nous allons bientôt découvrir votre programme. Nous allons parler également de votre vision de l'Europe, mais puisque c'est une question qui se trouve dans le projet que vous présentez aux Français. C'est la question de la présence française, militaire française dans l'Afrique subsaharienne. Je retrouve mes mots. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la libération des 2 otages français et la mort des 2 soldats pendant leur opération de libération avant-hier? D'abord, bien sûr, une immense tristesse, mais aussi une immense reconnaissance, parce que je crois que Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, comme tous ceux qui s'engagent à leur côté au sein de nos forces armées, n'ont pas seulement sauvé 2 personnes et les otages qu'ils ont libérés, ils ont sauvé d'une certaine manière toute notre société de l'individualisme qui la traverse trop souvent, en montrant que un pays, c'est plus qu'une juxtaposition d'individus qui poursuivent leurs propres calculs. Le choix qu'ils ont fait, comme celui d'Arnaud Beltrame, par exemple, le choix que font tous ceux qui, à leur côté, servent dans nos forces armées, c'est le choix qui consiste à dire que on peut aller jusqu'à donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'on est engagé auprès de lui par un lien qui nous oblige. Et je crois que c'est aussi un enseignement qu'il nous donne qui mérite qu'on soit à la hauteur. Nathalie Saint-Cric. Vous avez fait beaucoup allusion, et c'est peut-être dans le droit fil de ce que vous venez de dire, aux racines chrétiennes de la France. Pourquoi, y compris pour vouloir le mettre dans la Constitution, à quoi ça sert ? D'abord, c'est pas seulement les racines chrétiennes, toutes les racines de l'Europe. Je crois que l'Europe n'est pas seulement un projet. L'Europe, c'est d'abord une histoire, c'est un héritage partagé, c'est quelque chose qui nous lie les uns aux autres, et c'est justement ce lien qui nous réunit. Et dans une société comme la nôtre, qui est en train d'être profondément fracturée par les communautarismes qui montent, dans une société que Jérôme Fourquet décrit comme un archipel français, où nous avons le sentiment de nous éloigner les uns des autres, il me semble plus que jamais indispensable de pouvoir nommer ce qui nous relie. Et je crois qu'une bonne part des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont liées au fait que nous n'avons pas su dire ce que nous avons en commun. Ça sert concrètement. Qu'est-ce que vous redoutez ? Est-ce que c'est pas simplement finalement quelque chose qui peut faire plaisir aux électeurs qui entendent ça, mais finalement qui ne sert strictement à rien? Bien sûr que non. Quand d'ailleurs la France a joué un rôle important pour empêcher que soit inscrit la mention de nos racines européennes dans le projet de Constitution, pas seulement, encore une fois, c'est les racines liées à cet héritage grec, à cet héritage latin, et bien sûr aussi à cette tradition judéo-chrétienne. À ce moment-là, je crois que nous avons fait une erreur, et j'ai toujours pensé que ces conséquences seraient très concrètes. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos quartiers, l'islamisme radical et intégriste remplit le vide que nous avons laissé derrière nous, en ne sachant pas dire qui nous sommes, en ne sachant pas transmettre. Je le dis comme enseignant, j'enseigne depuis 10 ans maintenant, et je crois que la crise de la transmission sur laquelle j'ai pu écrire, elle est au cœur de cette crise de l'intégration, et aussi bien sûr de cette crise sociale que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, et effectivement beaucoup de sujets dont on va débattre, en l'occurrence qui concernent votre vision de l'Europe et qui se trouvent au cœur de votre projet, puisque vous parlez de l'identité, de la civilisation, du passé commun. C'est assez frappant de vous entendre parler de ce qui unit les Européens, alors que il y a quelques jours à peine, c'était le 8 mai. C'était le 8 mai, la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie, et en l'occurrence du plus grand massacre de l'histoire humaine, qui est très largement européen. Et l'histoire de l'Europe, c'est aussi une histoire de déchirure, de guerre. C'est effectivement ce que vous dites. Il y a les Grecs, il y a Platon, il y a Aristote, mais dans l'histoire européenne, il y a aussi Auschwitz. Ça, vous n'en parlez jamais, de cette dimension-là. Bien sûr que si. On a été d'ailleurs le 9 mai pour la journée de l'Europe. On a été à Reims, où avait été scellée par De Gaulle et Adenauer la réconciliation franco-allemande. Cette réconciliation, elle a été, disons-le, un miracle incroyable quand on pense que des États qui se sont fait la guerre avec tant de violence pendant des siècles ont réussi à construire cette paix dont nous héritons aujourd'hui. Et on se dit que cette paix, il faut la protéger face à toutes les menaces qui sont devant nous encore. Mais je crois que cette réconciliation, elle s'est faite d'abord sur la conscience que les Européens avaient de ce commun qui pouvait les réunir. Les guerres de l'Europe ont été des guerres fratricides. Nos pays ont des cultures différentes, mais ces cultures sont liées par une civilisation commune. Et c'est sur la force de cet héritage commun que nous pouvons fonder aussi, devant toutes les déchirures qui menacent encore l'Europe de demain, que nous pouvons fonder ce dialogue exigeant qui doit rester le cœur de la construction de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un pays auquel la France n'a pas fait la guerre en Europe ?
Sans doute, vous me posez une question. Moi, je suis prof de philo et pas d'histoire, donc j'aurais du mal à c'est vrai que répondre non, du mais tac parce au que tac. comme vous parlez de ce qui est commun, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'Europe, on peut aussi vous dire que c'est une histoire qui est magnifique et une histoire glorieuse, et on peut parler de Léonard de Vinci et des cathédrales, mais on peut aussi vous dire que c'est aussi une histoire de haine, une histoire de guerre. Ali Badou, mettons-nous bien d'accord, hein. Je ne parle pas de cette histoire pour revendiquer sa gloire comme s'il s'agissait seulement de se gargariser de toutes les fiertés de l'Europe. C'est ce que vous faites dans votre programme. Non, j'en parle justement. Non, pardon. J'en parle juste. C'est très important. J'en parle justement parce que précisément cette civilisation qui nous lie est infiniment vulnérable, mais que ce lien qui nous relie est la condition de notre avenir. Et donc il faut réussir à dire qui nous sommes, non pas pour s'en faire une fierté déplacée. Nous ne sommes pas d'ailleurs les auteurs de cette civilisation. Nous n'avons pas à en tirer quelque orgueil que ce soit. Au contraire, c'est parce que cette civilisation nous oblige les uns envers les autres, et que si on s'était senti obligé plus tôt par elle, on ne se serait pas fait Mais sévère. c'est un lien qui exclut certaines personnes, en fait. En fait, c'est ça qui est choquant dans le discours que vous pouvez tenir. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que ça exclut certaines personnes ? En conscience, il y a des gens qui peuvent ne pas se sentir de cette conscience-là, de cette conscience judéo-chrétienne. Par ailleurs, vous ne parlez... Quand vous intervenez publiquement, vous parlez justement de civilisation, de racines. De ce point de vue-là, l'incendie de Notre-Dame, finalement, vous a beaucoup aidé. Mais vous parlez très peu du projet européen aujourd'hui, pour ces élections. On dirait que vous êtes ancré dans ce passé qui date bien avant la construction européenne. Vous surfez là-dessus, mais le projet européen, moi, je vous trouve très absent. En intervention, je ne parle pas de ce qui est écrit dans votre programme. D'abord, deux choses. François-Xavier Bellamy. Deux choses. D'abord, cet héritage, je crois qu'il faut le mentionner pour pouvoir fonder notre avenir. Et le projet dont nous parlons, ce projet de 75 propositions, on le porte depuis 3 mois maintenant. On a été les premiers, je crois, en tous les cas, certains n'ont pas eu cette exigence, à entrer dans cette campagne avec un projet clair qui parle d'écologie, qui parle d'environnement, qui parle d'économie, qui parle d'industrie, qui parle de défense. D'immigration, d'islamisme. Vous pourrez aisément vous référer à ce projet, et j'espère qu'on va en parler. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas faire sans le fait de redécouvrir que l'Europe est effectivement quelque chose d'autre qu'un projet, et que ce projet se fonde sur ce qui peut nous porter vers l'avenir. Et dire cela, ce n'est pas exclure du tout. Quand nous avons vu Notre-Dame de Paris brûler, pardonnez-moi, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça nous a aidés. On l'a tous vécu comme un drame. Mais si on l'a tous vécu comme un drame, c'est parce qu'on est tous liés à cet héritage commun. Et on peut ne pas être chrétien du tout et se sentir touché quand on voit une cathédrale qui brûle. C'est ça que je veux dire exactement. Et je crois que c'était très beau qu'on se sente tous touchés. Ça donne le sentiment que vous avez besoin de vous protéger. Que de Jean-Luc Mélenchon à nous, tout le monde se sente bouleversé, c'est le signe que nous avons quelque chose en commun. Et il faut pouvoir le redire, parce que le fait de ne pas savoir le dire, et de considérer même, comme on l'a fait trop longtemps, et je le dis comme enseignant, je l'ai vécu dans ma formation d'enseignant, on nous a dit la culture qu'on transmet, c'est une culture qui exclut. Mais pas du tout, au contraire. La première des générosités, y compris à l'égard de tous les jeunes issus de l'immigration qui vivent et qui grandissent dans notre pays, c'est de savoir leur dire à quelle culture ils peuvent participer, quel élan ils peuvent poursuivre. Et c'est ça qui nous a trop longtemps manqué. On va parler de votre programme, effectivement des très nombreuses propositions qui sont très facilement accessibles sur le site de votre parti Les Républicains. Mais d'abord votre portrait, François-Xavier Bellamy, signé Karine Becker. François-Xavier Bellamy, c'était au départ, c'est vrai, un sacré pari. Remettre la droite en ordre de marche, Laurent Wauquiez, le patron du parti, n'y était pas arrivé. Alors que vous avez assumé votre ligne politique versaillaise et catholique, et vous avez réussi. Reste à comprendre pourquoi vous, un professeur de philosophie, avez eu envie, alors que vous n'étiez même pas encarté, de fédérer tous les républicains derrière vous. Peut-être parce qu'en réalité, François-Xavier Bellamy, vous n'êtes absolument pas le novice que l'on dit. Non, depuis 11 ans, vous êtes adjoint à la mairie de Versailles. Avant cela, dès 20 ans, vous étiez déjà au service de certains ministres, de Renaud Donnedieu de Vabre notamment. Et puis il y aura un peu plus tard aussi Rachida Dati, sans oublier votre tentative lors des dernières élections législatives pour devenir député. Donc depuis longtemps, l'enseignant que vous êtes est attiré par la vie politique à laquelle vous participez. En somme, vous êtes un agrégé qui s'est toujours montré extrêmement engagé. L'éducation nationale n'est pas du tout en situation d'échec. Elle a parfaitement réussi le projet qui lui avait été assigné. Elle l'a réussi à la perfection. Elle a accompli de façon absolue ce projet de refus de l'héritage, ce refus parfaitement négatif de tous les savoirs que nous avions reçus et que nous nous sommes refusés à transmettre. C'était il y a presque 5 ans, vous vous souvenez ? Oui, bien sûr.
Le 18 septembre 2014 précisément. À l'époque, François-Xavier Bellamy, vous aviez 28 ans et vous étiez là, à Versailles, dans la nuit, simplement sur une place pour évoquer le premier livre que vous veniez de publier, à savoir Les Déshérités. En fait, à y regarder de très près, vos idées, jamais vous n'avez cessé de les diffuser, mieux de les faire infuser dans la société. Vous avez commencé en 2012 contre le mariage pour tous. Vous vous êtes en particulier beaucoup exprimé pendant les veillées du mouvement Les Veilleurs. Et ensuite, vous avez continué avec des soirées organisées lundi et consacrées à la philosophie. Donc vous cherchez à impacter François-Xavier Bellamy. Vous qui d'ailleurs aviez aussi pensé, juste après la dernière présidentielle, à créer Servir votre propre parti. C'est fou comme décidément vous pensez à tout. Alors, êtes-vous là totalement par hasard? À 34 ans seulement, certains voient déjà chez vous la même ambition qu'un certain Emmanuel Macron. François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy. Mon micro n'était pas ouvert, donc je le dis 2 fois. Ma seule ambition, c'est de servir. Vous avez rappelé ce mot qui me tient à cœur, en effet, et j'espère pouvoir être utile. Je ne m'engage pas tant par envie, pour reprendre votre expression. C'est vrai que cette candidature n'était pas du tout prévue pour moi, elle n'était pas programmée, mais je m'engage parce que j'ai le sentiment assez profond que beaucoup de choses auxquelles nous tenons sont peut-être en train de se défaire dans une société où ma génération a découvert le monde à travers le mot de crise. Peut-être faut-il de nouveau savoir effectivement transmettre les conditions d'un avenir commun, que ce soit sur la question de l'environnement, de l'écologique, sur la question de la culture et de la transmission. Et vous avez raison de le montrer, cette crise de la transmission. En effet, j'espère avoir eu une vraie cohérence dans mes engagements passés. Cette crise de la transmission, je crois qu'elle est au cœur des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Elle est au cœur des difficultés de l'éducation nationale, mais elle est aussi sans doute la clé de résolution pour notre avenir. Expliquez-nous pourquoi vous voulez tout changer en Europe, vous voulez une nouvelle Europe, vous voulez refonder l'Europe, alors que la droite européenne à laquelle vous appartenez est à la tête, domine les institutions communautaires depuis maintenant au moins 20 ans. Et toutes les institutions communautaires, Parlement, Commission, Conseil... Alors, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé pendant les 20 dernières années? Ce qui ne s'est pas bien passé, c'est que l'Union européenne a cédé pendant trop longtemps à une forme de naïveté et qu'elle a refusé d'assumer pleinement son rôle dans la mondialisation. La droite a péché par naïveté. Pour partie, ce serait trop difficile et trop réducteur de donner tous les mauvais points à une seule famille politique, parce que c'est celle qui dominait malgré tout la construction européenne, comme vous le savez, c'est un équilibre complexe. Les États y jouent un rôle très important, et de ce point de vue-là, les États européens ont aussi leurs responsabilités dans ce que l'Europe est aujourd'hui. Ce qui est certain aussi, c'est que tout n'a pas été noir en Europe, tout n'a pas été catastrophique, mais enfin, il est très clair que bien des éléments de la crise que nous connaissons sont liés à cette naïveté européenne, dans laquelle, y compris notre famille politique, a bien sûr sa part. La question, c'est comment regarder les erreurs du passé pour ne pas persévérer dans l'erreur. Et je crois que c'est le moment de refonder en effet l'Europe pour pouvoir rétablir la place de nos pays dans la mondialisation. Virginie, puis Nathalie. Nathalie. On va pas tout faire sur l'immigration, simplement pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Schengen? Vous considérez que c'est plus valable, ou que c'est plus valide, ou que c'est caduc, comme dirait quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous proposez à la place? Comment on accueille les migrants et comment vous conciliez ça avec les valeurs chrétiennes, et notamment avec l'appel que le pape a pu faire en considérant que l'Europe n'était pas assez généreuse? Très clairement, on a posé la même question à Manon Aubry. Il y a des gens qui arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ça? François-Xavier Bellamy. Là, c'est un sujet majeur parce qu'évidemment, il engage l'équilibre du monde de demain. Nous disons avec clarté qu'il faut maîtriser nos frontières. J'ai bien écouté ce que disait Manon Aubry et je me reconnais dans l'idée qu'il faut accueillir ceux qui ont vraiment besoin de notre solidarité, mais je ne crois pas, contrairement à elle, que ce que nous vivons aujourd'hui, ce soit vraiment de cet accueil qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous subissons une forme d'impuissance collective. J'ai été en Grèce il y a quelques jours et j'ai rencontré les responsables opérationnels de Frontex. On voit très bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, au fond, au lieu d'avoir une vraie stratégie, on subit une immigration qui n'est pas essentiellement composée de gens qui sont éligibles à l'asile et à notre solidarité. La vraie question, c'est comment maîtriser nos frontières. Et nous proposons une stratégie très claire, on a appelé la double frontière, une stratégie d'abord pour défendre ensemble les frontières extérieures de l'Europe, ce qui nous distingue par exemple de façon très forte du Rassemblement national qui, au cours des dernières années, n'a cessé de montrer dans ses votes qu'il croyait qu'on serait plus fort si on était tout seul. Nous ne le croyons pas. Donc vous êtes favorable à l'augmentation par exemple des effectifs Frontex? Non seulement il faut augmenter les effectifs de Frontex, mais en plus il faut leur donner une nouvelle doctrine d'emploi. C'est-à-dire il faut multiplier leur budget par 3.
Il faut augmenter le budget, mais encore une fois, ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'abord une stratégie. Et donc, c'est quoi cette stratégie ? Dans notre programme, il y a aussi l'idée, par exemple, de faire en sorte que les demandes d'asile soient effectuées systématiquement à l'extérieur des frontières de l'Europe, que les demandes d'entrée en Europe soient effectuées à la frontière. Pour le dire autrement, il faut qu'on ne puisse entrer sur le sol européen que si on y a été légalement autorisé. Parce que si ça n'est pas le cas, eh bien, on va continuer d'alimenter le business des passeurs, qui aujourd'hui prospèrent. La question, François-Xavier Bellamy, elle se pose aussi dans des termes très simples. Hier, on apprenait le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes tunisiennes. Des dizaines de noyés, probablement plus de 50 personnes ont perdu la vie. Ce que vous dites semble assez théorique quand il s'agit de non-assistance à personne en danger, pour le coup. D'abord, la première chose, c'est qu'évidemment, il faut aller récupérer ces personnes et évidemment, il faut aller les sauver. Bien sûr, le droit de la mer nous y oblige et c'est une exigence absolue. Mais ces bateaux qui viennent de la côte tunisienne, il faut les reconduire sur la côte tunisienne. Et la deuxième chose, c'est que ce qui fait que ces personnes se noient aujourd'hui... Celui-là venait de Libye et il s'est trouvé au large de la Tunisie. Ce qui fait que ces personnes se sont noyées, c'est notre impuissance. C'est-à-dire le fait que ces personnes espéraient s'établir en Europe en y entrant de manière illégale. Tant qu'on pourra espérer s'établir en Europe en y entrant de manière illégale, on entretiendra le business de ces passeurs. Pourquoi ? Il faut qu'on casse définitivement cette équation pour que vous puissiez être certain que vous n'entrerez en Europe que si vous y avez été admis d'une façon qui est sûre et légale. Et alors, il n'y aura plus un mort en Méditerranée. Mais sur le plan des valeurs, vous n'avez pas répondu à Nathalie Saint-Cric quand elle parlait du pape François. C'était en bulgariste et il y a quelques jours, il demandait aux Européens de ne pas fermer la porte à ceux qui viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique. Il disait des réfugiés qu'il portait, et c'était fort dans les mots du pape, la croix de l'humanité, comme la croix que portait Jésus le jour de sa passion. Vous insistez sur les racines chrétiennes de l'Europe, mais pour le coup, pas question d'écouter le pape. Mais bien sûr que si. Il faut, je l'ai dit d'ailleurs en commençant, accueillir ceux qui ont vraiment besoin de notre solidarité. Mais le pape est le premier, le pape est le premier, pardonnez-moi, c'est vous qui me reconduisez sans cesse à la question du christianisme, mais je crois que la foi n'a pas quelque chose enfin, il faut s'exprimer dans des termes rationnels. Cela étant dit, puisque vous me conduisez sur ce terrain, le pape est le premier à distinguer les migrants économiques des réfugiés éligibles à l'asile. Or, aujourd'hui, en France, par exemple, 70% des personnes qui demandent l'asile ne sont pas éligibles à l'asile. Et sur ces 70% des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, seuls 4% sont effectivement reconduites à la frontière. Sous Nicolas Sarkozy, c'était pareil. Hein. Mais je crois qu'il faut mettre fin à notre impuissance. Je ne dis pas. Je voudrais simplement terminer ma réponse en vous disant que tant qu'on en restera à cette impuissance, on fera des catastrophes en Méditerranée et on continuera de conduire dans l'impasse des milliers de jeunes venus d'Afrique auxquels on fait croire qu'ils vont trouver l'Eldorado en Europe alors qu'ils ne trouveront qu'une impasse. Je suis président d'une mission locale dans ma ville, je m'occupe de l'emploi des jeunes. Je vois beaucoup de ces jeunes qui sont immigrants de fraîche date, qui arrivent ici, en Europe, en France, et qui pensaient qu'ils allaient trouver la prospérité et qui se retrouvent condamnés dans des situations d'une extrême précarité. Est-ce que c'est ça l'humanité ? Est-ce que c'est ça la générosité ? Je ne le crois pas et je ne crois pas non plus que le pape serait en désaccord avec nous sur ce sujet. J'aimerais que vous nous expliquiez quel type d'Européen vous êtes, parce que vous avez voté en 2005 contre le traité constitutionnel. Vous étiez, il y a quelques jours, dans un colloque organisé par Valeurs Actuelles sur l'Europe, aux côtés d'Éric Zemmour et de Philippe de Villiers, qui sont pas des de grands Jacques Attali europhiles. Et de Bruno Le Maire. Oui, mais vous êtes tête de liste, excusez-moi, contrairement à Jacques Attali. Vous avez souvent exprimé votre considération pour Philippe de Villiers. Je ne sais pas si vous avez lu son livre sur l'Europe, qui est quand même pas un livre très europhile et qui est quand même un tissu d'inexactitude. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez d'ailleurs, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez et comment vous vous situez philosophiquement comme Européen. François-Xavier Bellamy. Moi, j'ai voté contre, en effet, le traité constitutionnel européen parce que je ne crois pas à une Europe qui deviendrait un super-État qui remplacerait les États. Et c'est d'ailleurs la grande différence que nous avons avec Emmanuel Macron, qui nous a expliqué dans le discours de la Sorbonne ou dans le discours d'Athènes que dans la mondialisation d'aujourd'hui, l'échelle de nos États-nations était une échelle périmée, dépassée, trop petite pour faire face aux grands défis de demain. Comme Nicolas Sarkozy. Je crois que l'Europe a un modèle très singulier dans le monde et que l'Europe, c'est une alliance entre des peuples qui partagent une civilisation commune, mais qui ont chacun une culture et qui forment chacun donc l'espace d'une démocratie singulière. Et si l'Europe ne veut pas être durablement discréditée, il faut qu'elle respecte ce modèle démocratique qui est profondément le sien, qui est celui de ne pas être un empire avec une forme d'uniformisation, ni non plus un éparpillement de petites nations qui se sont fait la guerre trop longtemps, mais d'être précisément cette unité retrouvée entre des pays qui partagent leurs forces dans la mondialisation. Et typiquement, si on en revient à la question migratoire, c'est pas par obsession, mais c'est pour montrer la différence majeure. Elle est très largement présente dans votre programme, on peut en parler. Mais parce qu'elle est très importante. Emmanuel Macron, lui, il veut
que l'Europe se contente de répartir des quotas de migrants sur le territoire européen. C'est-à-dire au fond qu'il y ait une forme de décision européenne qui prenne le pas sur les démocraties nationales. Eh bien cette Europe-là, je crois que c'est une Europe qui ne peut que susciter de la défiance en plus, que susciter du populisme en plus. Et cette Europe-là, mais c'est l'immigration relève très largement des politiques nationales. Et elle doit rester une politique migratoire pas question nationale. qu'elle devienne une question européenne. Pardon, si, la répartition des quotas de migrants, ça veut dire qu'Emmanuel Macron nous a dit très clairement dans sa conférence de presse qu'il voulait exclure de l'espace Schengen des États qui n'accepteraient pas de prendre une part de ces quotas de migrants. Oui, c'est le principe même de l'Europe, de manière à ce qu'il n'y ait pas certaines personnes qui considèrent qu'ils n'ont rien à faire. C'est le principe même d'une répartition. Ça, vous êtes hostile à ce genre de choses. Bien sûr. C'est-à-dire, si la Hongrie a décidé de ne prendre personne et de laisser tous les autres migrants dans un certain nombre de pays parce qu'ils sont plus proches de la mer, vous trouvez ça tolérable? Mais la grande question, c'est comment faire en sorte notre solidarité européenne, elle doit permettre de mettre fin à notre impuissance. C'est-à-dire comment se donner les moyens qu'effectivement aucun État ne subisse une immigration illégale qu'il ne peut plus gérer. C'est ça la grande question. L'Europe, elle a pensé pendant très longtemps répartition au lieu de penser protection. Eh bien, il faut inverser ce logiciel et il faut surtout faire en sorte que jamais l'Europe ne se construise contre l'expression démocratique de chaque pays. Parce que oui, chaque pays doit pouvoir dire, selon ses capacités d'accueil et d'intégration, s'il peut ou non accueillir des personnes de Schengen, encore un mot, puisque vous êtes hostile donc à tout élargissement de Schengen. Bien sûr, aujourd'hui, on voit bien très sûr, bien... parce que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui appartient au PPE, c'est-à-dire votre groupe, celui où vous irez siéger, lui est pour l'élargissement de Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie. Et le possible candidat, Manfred Weber, celui qui portera peut-être les couleurs du Parti populaire européen, donc votre camp pour être prochain président de la Commission, lui, il veut élargir Schengen à la Bulgarie et à la Croatie. Nous y sommes opposés et de fait, il y a au sein du PPE, comme dans toutes les familles politiques européennes, un dialogue qui n'est pas toujours fait d'accord immédiat et nous allons porter cette voix. Bien sûr, mais comme sur d'autres sujets, c'est pas le seul sujet sur lequel nous ayons des désaccords. Et il nous semble évident qu'aujourd'hui, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, le plus important, c'est de cesser d'élargir l'Union européenne et l'espace Schengen, de commencer par les approfondir et les consolider pour faire en sorte que nous puissions de nouveau maîtriser les défis qui sont devant nous. Et vous soutiendrez malgré tout Manfred Weber pour être le prochain président de la Commission ? Nous avons un candidat, effectivement, qui est Manfred Weber, qui a été élu très largement par le PPE, et nous disons que ce qui compte d'abord dans cette élection européenne, c'est de pouvoir parler de projet, de pouvoir parler de vision. Ça fait 3 mois que nous disons l'Europe que nous voulons, et demain nous nous engageons auprès des Français à défendre avec Manfred force Weber, cette voix qu'ils auront pas exprimée. Michel Barnier. Est-ce que vous étiez favorable au déclenchement de la procédure de sanctions contre la Hongrie de Orban, puisqu'on parle du PPE Ma réponse est non, parce que je crois qu'on ne fait pas avancer l'Europe par des procédures d'exclusion et d'anathème. On peut avoir des désaccords avec certains États membres du PPE, on peut avoir des désaccords avec Viktor Orban. Je crois que ces désaccords doivent être l'occasion d'un dialogue exigeant et pas d'une fracturation de l'Europe. Or, c'est cette fracturation qui est en train de se jouer sous nos yeux. Le Fidesz est un grand parti politique européen. Il a contribué à libérer la Hongrie du joug du totalitarisme soviétique. Il fait partie du PPE depuis de longues décennies. Et donc, on peut pas rayer tout ça d'un trait de plume, et les désaccords que nous avons avec Viktor Orban, ce sont des désaccords qui doivent se traiter par un dialogue exigeant. Aujourd'hui, rentrer dans ce débat en cherchant seulement à exclure, c'est évidemment encourager cette fracturation populiste contre progressiste qui fait le désespoir politique en France et qui fait aussi celui de l'Union européenne. Il reste peu de temps. Vous oubliez quand même que Viktor Orban se montre de plus en plus proche de Matteo Salvini, l'Italien. Ça, c'est le résultat exact de ceux qui ont effectivement encourager cette dérive des plaques qui forment aujourd'hui l'Union européenne. Vouloir rentrer dans ce débat avec des procédures d'exclusion. Ils sont peut-être juste d'accord en termes d'idées, surtout. Car il ne sera pas exclu, Viktor Orban, du PPE, c'est sûr. Mais ma question, c'est je ne le souhaite pas en tous les cas. Il y a eu un effet Bellamy, dit-on, avec une montée dans les sondages où vous seriez passé du 8 à 13 ou 14. Le prochain effet Bellamy, si vous voulez qu'il se concrétise, c'est en attaquant qui ? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Il paraît qu'il y a les sondeurs disent que c'est entre vous et Emmanuel Macron que les choses se passent, qu'il y a des vases communicants. Votre principal ennemi, c'est qui ? Et si je devais hésiter entre vous et le Rassemblement National, qu'est-ce qui me ferait basculer ? D'abord, François-Xavier Bellamy. D'abord, on n'a pas d'ennemis dans un débat démocratique. Effectivement, on a des adversaires. Et surtout, le plus important, c'est que moi, j'ai jamais fait de la politique en regardant les sondages. Je découvre cet exercice, mais je crois que le marketing politique tue la démocratie. Ce qui me paraît décisif, c'est de réussir à casser, en effet, ce faux débat entre populistes et progressistes qu'on voudrait nous imposer. Ce faux débat, aujourd'hui, seuls 20% des Français s'y reconnaissent, si on veut écouter les sondeurs. C'est-à-dire 20% de ceux qui disent vouloir voter à l'élection européenne
se prononcent pour Marine Le Pen, 20 autres % pour Monsieur Macron. Vous voulez casser ça fait le au duel total qui vient du 20% haut, des électeurs. comme disait Laurent Wauquiez hier aujourd'hui, soir. on voudrait nous faire croire que c'est le grand clivage. Non, c'est faux. Il y a 80% des Français qui ne se reconnaissent pas dans ce clivage-là. Et c'est à ces 80% de Français que je voudrais parler de cette vision de l'Europe dont on a besoin. Tout se passe aujourd'hui comme si tout devait se résumer à un éternel deuxième tour. Non, mais c'est pas ça ma question. C'est ma question. Certaines personnes disent que le Rassemblement national en Europe, ça ne pèsera pas, ça ne servira pas, qu'Emmanuel Macron pourra peser. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Je vous ai dit, je veux voter Rassemblement national. Imaginons comment vous me convainquez d'aller plutôt chez vous alors que les thèmes sont parfois un petit peu similaires. Ouais, d'abord parce que nous n'avons pas du tout la même vision, la même manière de répondre aux enjeux. Le Rassemblement national, qu'il le veuille ou non, est aujourd'hui dans une posture opposée à l'Union européenne, quitte à desservir les intérêts de la France. C'est le cas sur les questions migratoires, on l'évoquait à l'instant, mais sur bien d'autres sujets. Et donc il faut voter pour des parlementaires qui demain feront entendre la voix de la France au Parlement européen. Alors cette voix de la France, elle ne peut pas non plus être portée par Emmanuel Macron, ni par ses eurodéputés. D'abord parce qu'il a isolé la France comme jamais dans le débat européen. Il l'a isolé comme jamais. En faisant de notre pays le 28e pays sur 28 en matière de déficit public, par exemple, il s'est rendu inaudible. Et on l'a vu avec cette lettre aux Européens qu'il a écrite. Cette lettre, elle a été reçue dans une indifférence polie de la part de tous nos partenaires, pour ne pas dire parfois dans une franche hostilité. Et deuxièmement, En Marche aujourd'hui, qui a fait campagne sans projet quand même, jusqu'à 15 jours du scrutin, fait campagne aussi sans nous dire exactement qui seront ses alliés demain. C'est quand même un problème majeur, parce que pour faire entendre la voix des Français, il faut être dans un groupe fort au Parlement européen. Or, aujourd'hui, le groupe qui se dessine pour En Marche, c'est un groupe qui sera minoritaire, un groupe qui sera infiniment moins important et qui aura beaucoup moins de poids que celui auquel nous appartenons. Je l'ai dit, le PPE a ses défauts, nous avons parfois nos désaccords, mais nous avons une vision claire et nous sommes prêts à porter la voix de la France dans ce groupe fort pour pouvoir refonder l'Europe, parce que nous avons besoin de cette Europe et nous avons besoin aussi de la réorienter en profondeur pour mieux servir les Français. Merci François-Xavier Bellamy, l'émission se termine. On vous souhaite une bonne fin de campagne et merci à toutes les trois, ainsi qu'à Alexandre Gélardi qui a préparé cette émission et ainsi qu'à l'équipe technique de Questions Politiques. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.